Salut à tous, c'est Regan, on se retrouve pour cette seconde vidéo. Alors la semaine dernière on a parlé de Casino Royale avec James Bond, et cette semaine on va changer totalement d'esprit puisqu'on va passer du flegme anglais au Japon. Paprika de Satoshi Kon est sorti en 2006, c'est un film d'animation japonais qui nous présente un futur proche, dans lequel une invention nommée Decimini permet de partager ses rêves avec quelqu'un d'autre mais aussi de les enregistrer. Et ça, c'est en vue d'une forme de traitement médical par le rêve. Le personnage de Paprika, c'est une entité onirique, donc en fait une entité du rêve, un personnage qui n'existe que dans le monde du rêve, qui est utilisé par Atsuko, c'est une chercheuse qui teste cette nouvelle invention justement, puisque cette dernière est encore à l'état de prototype. Et dans cet extrait, on a une personne inconnue qui a dérobé une de ces décimini et qui pourrait donc l'utiliser pour aller dans les rêves des autres. Avec le résumé que je viens de vous faire, vous avez sans doute vu plein de corrélations, plein de similitudes entre forcément le scénario de Paprika et le scénario d'Inception. C'est pour ça bien sûr que j'ai mis ces deux images comme ça. En fait, ce qui se passe, c'est que Paprika est l'adaptation d'un livre. L'adaptation d'un livre, bien sûr, qui parle du domaine du rêve, etc., écrit par un japonais, machin. Satoshi Kon, il lit ce bouquin et il le trouve vachement bien, et donc du coup, il décide de l'adapter en film. Il cherche du coup l'auteur du livre, en même temps que l'auteur du livre cherchait quelqu'un pour l'adapter en film. Donc en fait, ils se trouvent en même temps. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, les deux barman qui sont dans le bar virtuel pendant le film, c'est doublé par Satoshi Kon lui-même, le plus grand si je me trompe pas, et le plus petit c'est d'ailleurs l'auteur du livre. Et en fait, l'histoire de Paprika n'est pas la totalité du livre, enfin c'est d'après les informations que j'ai réussi à trouver. Mais Paprika ne serait qu'un fragment du livre. Et en interview, le scénariste d'Inception a expliqué que oui, il avait vu Paprika et qu'il avait trouvé l'idée hyper intéressante. Et donc du coup, il a décidé d'exploiter la même problématique, il a décidé de parler à peu près de la même histoire. Mais attention, il faut surtout pas parler de plagiat dans cette histoire. Parce que si vous parlez de plagiat entre Paprika et Inception, ce serait comme parler de plagiat entre Captain America et Rambo. Vous allez me dire, what? Qu'est-ce qu'il dit encore? Non, je vous rassure. Ce que je veux dire, c'est que Rambo et Captain America ont à peu près la même problématique. L'ancien soldat habitué au combat qui doit se réintégrer à la vie civile. C'est exactement le même problème pour les deux personnages. Et ben là, c'est la même chose. On a abordé la même problématique, le même domaine du rêve, etc. Si on l'utilise, si on fait du terrorisme avec. L'un, c'est pour cacher les informations, pour les consolider, machin, etc. C'est vraiment une sorte d'agent spécial du rêve dans Inception. Alors que Paprika, on veut en faire un traitement, mais c'est utilisé finalement pour contrôler le monde. C'est pas exploité dans le même problème, mais la problématique de base est le même. Donc on peut pas parler de plagiat quand c'est simplement le postulat qui est parti du même endroit. On va analyser de ce plan à ce plan. En fait, c'est le moment climax dans le film, c'est ce qu'on appelle aussi l'incident déclencheur. C'est ce qui va lancer toutes les péripéties qui vont suivre dans le film. Dans cet extrait, on va donc se demander comment le réalisateur crée un équilibre entre deux mondes, celui du rêve et celui de la réalité. Et puis comment il montre le danger lié au débordement de l'un sur l'autre, et tout ça par l'évolution du personnage de Shima. Dans cette partie, on va intégrer leur personnalité. Bon, de toute manière, le discours qu'ils tiennent, que ce soit Atsuko ou Tokita dans l'ascenseur, est suffisant pour comprendre leurs différences. L'une est réaliste et l'autre complètement rêveur. L'inventeur de cette technologie ne prend même pas conscience des risques liés à sa propre création. Il parle de façon irresponsable, il a le regard fuyant, un peu comme un enfant qui cherche à se défendre après avoir fait une bêtise, et il est habillé très simplement, il se soucie pas de son apparence. A contrario, Atsuko, elle a les cheveux attachés, le regard froid, un visage quasiment inexpressif, un ton sec. C'est le symbole même de la retenue, enfin de l'éducation extrême orientale, de la retenue des sentiments, d'être bien droit, bien carré. Du coup, on obtient, sur une même situation, deux visions qui sont totalement différentes. L'une rêveuse et l'autre complètement terre à terre. Shima est seule dans son ascenseur alors que Tokita et Atsuko, ils y sont deux. En fait, grâce au raccord mouvement, on peut comprendre que Shima incarne à lui tout seul ce qu'est Tokita et ce qu'est Atsuko, mais en même temps en fait, il est l'équilibre entre les deux. Celui qui possède le juste milieu entre Atsuko qui est trop dans la réalité et Tokita qui lui est trop rêveur, donc trop enfant. On obtient une figure en trois, en fait on a un milieu et deux extrêmes. Tokita, Atsuko qui sont vraiment les extrêmes dans leur domaine, et Shima c'est celui qui est au milieu, mais qui est au milieu au-dessus. C'est lui le chef parce qu'il a réussi à attraper à la fois d'Atsuko, à la fois de Tokita, mais il a trouvé le juste milieu entre leurs deux personnalités extrêmes pour s'élever au-dessus. Il marche en avant des deux autres, et donc du coup cette position ça le place en figure de proue, c'est celui qui décide, c'est le chef du petit groupe, celui qui prend les décisions. Mais le travelling les place sur le même plan. Ça montre bien qu'en fait, même s'il est le chef, ils avancent d'un seul et unique même bloc. Cependant, ils sont un groupe uni de personnalités différentes. On a des plans rapides et serrés sur leur visage uniquement. Tout comme dans Fight Club avec le personnage de Brad Pitt et celui de Edward Norton, on nous présente
deux visions du monde qui sont totalement différentes. On voit ici dans l'esprit de Shima sa vision terre-à-terre, la vision de la situation vraiment terre-à-terre et réelle, celle de Atsuko, et sa vision totalement onirique, rêveuse, un peu enfant, qui est bien sûr celle de Tokita. Elle ne s'oppose pas, mais elle se complète face au problème donné. Puisqu'au montage, on aperçoit que chacun essaie de défendre le petit groupe de trois, le petit bloc face aux accusations du directeur, ayant la parole chacun leur tour, se renvoyant l'accusation du regard. Ils essayent vraiment uni et complet. Au son, rien de particulier à noter, si ce n'est justement l'absence de son extra-diégétique. On est dans une situation normale. Alors que dans notre première partie, justement, Shima, c'est la représentation de l'équilibre même, c'est le personnage fort, et ben, dans la deuxième partie, on va justement le faire chuter, c'est celui qui va basculer dans le chaos, c'est celui qui va perdre l'équilibre, qui va être victime du terronirisme, qui est visible dans tout le film. Le terronirisme, c'est ce qu'on peut appeler du terrorisme onirique. On va d'abord parler des éléments qui font de lui la prochaine victime, et après les éléments qui le montrent comme quelqu'un qui a totalement perdu l'équilibre. La lumière de l'ascenseur de Atsuko est verte, ce qui est bien plus rassurant que celle de notre petit monsieur qui est rouge. C'est donc lui le danger ici, et c'est pas le seul élément rouge d'ailleurs qui nous amène que c'est le danger, il y a plein d'éléments rouges autour de lui. Son téléphone, sa chemise qui est en nuance de rouge, même la moquette, la couleur de la moquette qu'on ne voit que sur les plans avec lui qui est rouge elle aussi. La musique montante et les voix chuchotantes nous présentent l'attaque. Donc l'insémination d'un rêve dans une réalité qui créera un cataclysme. Et s'introduire dans notre conscience dès que nous l'utiliserons. Très préoccupant. Mes amis, il n'y a pas une minute à perdre. On a ici un son qui est pas du tout naturel, alors que c'est une situation normale, et en plus il tourne la tête du côté des chuchotements. Parce que si vous écoutez bien le travail sur la stéréo, tous les chuchotements viennent exclusivement du côté où ça lui rentre dans l'oreille. Le son vient par la droite, et Shima a l'air d'écouter ses voix sorties un peu d'outre-tombe. On a une belle transition au niveau de la narration, puisque le discours de Shima est de plus en plus onirique, comme une perte du sens de la réalité. Et c'est logique, son discours interpelle de plus en plus son entourage. On a des plans successifs et rapides sur tous les autres personnages qui sont présents dans la pièce, ce qui montre bien leur incompréhension. Il n'est pas normal de tenir ce genre de discours dans ce monde-là. Comme une maladie qu'il consume, il est touché par des symptômes de plus en plus importants en fait. D'abord c'est simplement ses mots, puis après c'est sa gestuelle qui devient un peu floue, et enfin c'est tout le corps tout entier qui est emmené complètement dans cette démence. Il sort du cadre en premier par une autre sortie déjà ouverte, il bouscule au lieu de s'écarter, il choisit donc la facilité de fuir la réalité. L'ampoule est à sa taille, au niveau de sa tête. Alors tout le reste jusqu'en bas qui suit son corps c'est rouge aussi, ça veut bien dire que son corps est atteint par cette maladie. Mais l'ampoule qui elle aussi est rouge est bien au niveau de sa tête, donc c'est bien que l'infection démarre de son esprit et ensuite a investi tout le reste du corps. Donc il faut qu'on fasse le deuil de celui qu'on connaissait. Il court, on a l'impression de deux personnes différentes qui courent dans le même sens. Mais en fait il se parle à lui-même. Les deux réunis courent vers nous, il se rapproche de l'écran, il va percer l'écran pour s'échapper de la réalité dans laquelle la caméra l'a enfermé. Le cadre devient trop petit pour supporter les deux réunis, son visage vire au jaune soleil. Le soleil c'est une des représentations universelles du surmoi. Alors le surmoi, c'est en fait la prise de conscience de l'existence d'une autre réalité. Par exemple Matrix, prise de conscience d'un autre monde. Là, il s'agirait en fait de l'existence d'un rêve dans lequel plusieurs personnes peuvent se retrouver emprisonnées. Donc l'illusion d'un monde extérieur et donc l'illusion d'une prise de conscience. C'est une illusion du surmoi. Dans les temples japonais, et plus particulièrement shintoïstes, les figures de chiens, lions, je sais pas vraiment ce que c'est, à l'entrée des temples, sont là pour repérer les esprits troublés et éloigner les mauvais esprits justement. Donc dans ce plan, je pense que le chien s'est réveillé, s'est relevé, parce qu'il a senti l'esprit troublé de son maître. Par la narration, nous sont présentés des personnages extrêmes, puis de par des éléments d'image et de montage essentiellement, le personnage figure, celui en haut du triangle, celui qui est le plus fort, qui nous est présenté comme la combinaison, la complémentarité entre les deux premiers personnages. Ensuite, par l'image et le son, Satoshi Kon présente ce dernier comme la victime à venir, donc Shima, un élément de narration fort sert de transition, de point de non-retour sur son état mental avant équilibré et maintenant déséquilibré. Il se retrouve enfermé dans un rêve et c'est tout la problématique du film. Il ne suffit que d'un clic pour aimer cette vidéo, pour la partager ou pour vous abonner à cette chaîne qui est absolument fantastique. N'hésitez pas à venir squatter la page Facebook dont vous trouverez le lien dans la description. Et à bientôt pour la prochaine analyse.